Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale psychologie. Nous allons parler du triangle de Karpman. J'en parle souvent lors de mes thérapies et aujourd'hui, je voulais vraiment faire une petite vidéo pour vous présenter ce jeu psychologique. C'est vraiment comme ça qu'on l'appelle, qu'on a tous joué un nombre incalculable de fois, très souvent inconsciemment. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on peut se maintenir dans ce triangle sans en trouver la porte de sortie puisqu'on n'a même pas conscience qu'on est dans cette manipulation psychologique. Alors le triangle de Karpman, c'est quoi? En fait, c'est un jeu psychologique. C'est un scénario qui est pratiqué inconsciemment et qui peut se répéter tout au long de notre vie si on n'en a pas conscience. J'ai par exemple en thérapie des personnes qui se sont mises dans le rôle de victime et qui ne s'en sont toujours pas sorties, même après 50 ou 60 ans. Elles n'avaient pas conscience qu'elle était dans ce rôle-là, qu'elle s'était enfermée dans ce rôle-là, qu'elle donnait finalement le rôle de persécuteur bourreau ou de sauveur à son entourage, et elle se maintenait, elle se confortait dans ce triangle. Donc en fait, c'est un jeu psychologique qui est basé sur des comportements qui sont codifiés et habituels pour vous. On va détailler un petit peu plus loin dans cette vidéo les trois caractéristiques de ce triangle. Donc en fait, ce fameux triangle de Karpman, ce jeu psychologique, nous offre trois positions qui ne sont absolument pas confortables, ni pour vous, ni pour les autres, et pourtant aussi maintient. Je vous donnerai au fur et à mesure des exemples concrets, et vous pourrez du coup, à votre niveau, vous rendre compte si ou non vous faites partie de ces personnes qui n'ont pas conscientisé, qui n'ont pas pris conscience du rôle qu'elles jouaient et qu'elles imposaient aux autres. On va commencer par le rôle de victime. C'est le rôle qui parle le plus, auquel on peut plus facilement s'identifier. Il faut vraiment faire attention avec ce terme. On est victime d'un fait. On est victime d'une agression. On est victime d'une manipulation. On est victime d'insultes. On est victime d'un fait. Nous ne sommes pas une victime. Le risque de se dire je suis une victime, c'est de rester dans ce rôle-là, de maintenir finalement la colère qui nous anime par exemple, la velléité qui peut en découler. Et finalement, on considère les autres comme des bourreaux, comme des gens qui nous veulent du mal, qui veulent nous persécuter. Et on se maintient dans ce rôle de « je suis une victime ». A contrario, ou en parallèle, tout dépend des cas, on peut se mettre à chercher un sauveur. Une relation sentimentale qui vient d'être terminée par exemple, on a été blessé par des hommes, par des femmes, et on va chercher finalement quelqu'un qui nous sauve, qui nous guérisse. Un peu le fantasme de la princesse qui va attendre son prince charmant et qui va d'un claquement de doigts effacer toutes les blessures que la princesse a subies et tout arranger. C'est ça, être une victime. La victime, ça engendre un sentiment d'impuissance. Et on va espérer, comme je vous expliquais dans cet exemple, que quelqu'un apaise notre malaise et que quelqu'un finalement arrange la situation à notre place, nous guérisse ou fasse un miracle. On va chercher quelqu'un qui peut nous aider et du coup on s'envoie le message inconsciemment de « je suis faible ». Je suis faible, je suis impuissant, je ne suis pas capable de, donc j'attends que quelqu'un d'extérieur souvent devine que je ne suis pas bien et vienne me sauver sur son grand cheval blanc pour tout arranger. Ça, c'est un rôle de victime. Et la victime, elle est malheureusement tournée vers elle-même. Elle se sent vraiment impuissante et elle compte sur les autres pour régler ses problèmes et ceux de la société. Voilà pour ce premier rôle de victime. On a ensuite le rôle de persécuteur ou le rôle de bourreau. Tout dépend le terme que l'on trouve dans les ouvrages ou autres. Le persécuteur, on va faire souffrir l'autre pour canaliser ses propres peurs et douleurs. Le vice, en tant que persécuteur, et on l'a tous été, et bien plus souvent qu'on ne le pense, c'est qu'on ne le fait pas consciemment. En fait, on veut aider l'autre. On veut aider l'autre coûte que coûte. On va s'immiscer un petit peu dans sa vie, dans ses projets. Bien souvent, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, pour calmer ses propres angoisses. Vous avez peur que quelqu'un reproduise tel schéma, vous allez, entre guillemets, l'empêcher de vivre cette expérience parce que vous, ça vous rappelle
un traumatisme, une mauvaise expérience, et vous ne voulez pas que ça se répète, par exemple. Sauf que là, vous faites plus de mal à l'autre personne. Donc la souffrance que le persécuteur impose n'est pas l'objectif, mais c'est un dommage collatéral, et c'est un dommage très très important. Le bourreau, il pourrait se dire, je dois lui dire comment faire, comment agir, je sais mieux, j'ai raison, parce que je l'ai déjà vécu. Alors ce rôle-là, on le voit souvent dans les relations parents-enfants, par exemple. Le parent qui dirait, écoute, je suis déjà passé par là, je sais ce qu'il en retourne, donc je te demande de ne pas faire ça, je te demande de quitter telle relation, je te demande... Oui, mais sauf que là, vous êtes dans ce rôle de persécuteur, à vouloir aider, à vouloir calmer vos propres angoisses, vous les transposez sur votre enfant, qui fait de lui une victime. Ça l'affaiblit, il se sent impuissant, et du coup ne peut pas agir avec sa volonté propre. Je citerai d'autres exemples concrets par rapport à ce fameux triangle, et vous allez voir un petit peu à quel point c'est facile, malheureusement, d'entrer dans ces jeux de manipulation. Donc le persécuteur, lui, il est dans l'action. Contrairement à la victime qui est dans la passivité, lui, il est dans l'action. Il a ce sentiment d'injustice, de redresseur de tort. Il veut bien faire, du coup. Il enfile sa cape de justicier, il veut éviter aux autres de souffrir, il veut éviter aux autres de reproduire certaines erreurs, au risque de devenir un donneur de leçons, au risque d'avoir cet ego surdimensionné, de se dire j'ai raison et fais comme ça, au risque d'imposer et de devenir tyrannique. Voilà pour globalement ce rôle de persécuteur-bourreau. Et pour finir, on a le rôle de sauveur. Donc le sauveur, c'est un petit peu ce prince charmant sur son grand cheval blanc qu'on attend malheureusement. Il vole au secours des gens qui n'ont rien demandé. Et souvent au détriment des autres. Donc quand on endosse ce rôle-là, on va chercher inconsciemment à dominer l'autre en se rendant indispensable. Et finalement, le message qui se cache derrière le rôle de sauveur, c'est les autres sont faibles, je dois les aider. On a tous eu cette pensée. Surtout quand on a une mission de vie qui est tournée vers les autres, on se dit je me bats pour la veuve et l'orphelin, je me bats pour les personnes qui ont moins de ressources, etc., pour les opprimer, et je vais les sauver. Sauf que on fait beaucoup plus de mal qu'on ne le pense. Quand on s'incarne sur Terre, on a chacun une mission, on a chacun un chemin de vie, et chacun des leçons à apprendre. Et si on ne vit pas notre leçon jusqu'au bout, la leçon va se répéter de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on puisse la surmonter. Un cas tout simple. J'ai eu en consultation une mère de famille. Elle a un garçon qui avait la vingtaine passée et qui avait des problèmes d'argent. Ça a commencé par des petits problèmes de 20-30 euros qu'il lui réclamait pour acheter des petites bricoles, des cigarettes, des jeux, etc. Donc elle lui donnait. Il s'est dit, chouette, j'ai une source, un approvisionnement comme ça facile, je vais continuer. Sauf que la vie avait décidé de lui apprendre une leçon, c'était de se responsabiliser, de se prendre en main. La maman donc était toujours là pour voler à son secours et pour lui donner de l'argent. Sauf que cette leçon, elle s'est aggravée, et au lieu d'avoir ce manque de 20-30 euros, la personne est passée à des sommes beaucoup plus élevées, à des centaines et des centaines d'euros. Et elle alimentait toujours le compte en banque. Jusqu'au jour où cette personne est venue me voir, et dans une consultation de voyance, je vois effectivement de gros problèmes financiers, etc. Et en discutant, donc elle m'apprend que son fils est en Banque de France, que la situation est désespérée, qu'elle-même ne peut plus subvenir à ses propres besoins, plus aux besoins de son fils, enfin vraiment une grosse impasse. Et elle voulait voir un petit peu si la situation allait s'améliorer. C'est le risque d'une relation victime-sauveur. Elle a voulu sauver son fils, elle a voulu lui rendre ce service alors qu'il n'avait rien demandé. Et ce qu'elle a fait, c'est que la leçon s'est répétée tellement violemment qu'au lieu de 20-30 euros en moins, il s'est retrouvé en Banque de France, ce qui a été dramatique. N'aidez pas quelqu'un qui n'a rien demandé. La personne n'était peut-être pas prête à faire ce travail.
Une rupture par exemple. On veut bien faire, on veut être l'ami qui a envie de booster cet autre ami qui est au fond du trou, qui fait son deuil et qui a complètement raison de le faire. Et on va à tort pousser cette personne dans une autre relation. Allez, en avant, rencontre quelqu'un d'autre, tu passeras... Tu pourras passer ton deuil beaucoup plus rapidement, tu pourras tourner la page et en avance et compagnie. Et si elle n'était pas prête, cette personne? Si elle n'était pas prête à sortir de ce deuil? Si elle avait besoin encore d'aller au fond de ses blessures pour s'en sortir? Le risque de sortir une personne trop tôt de son deuil, c'est qu'elle ne le fasse pas, qu'elle ouvre 36 chapitres dans sa vie et qu'elle se retrouve complètement noyée dans ses sentiments et les effets boomerang, les effets élastiques dans ses anciennes relations, enfin c'est infernal. Si la personne n'est pas prête à faire un travail sur elle-même, voyez une personne qui boit de l'alcool par exemple, vous pensez bien faire et vous lui mettez le nez dedans en lui disant écoute, tiens, je t'ai pris rendez-vous chez un psy, il faut faire ça, il faut faire ça. Si la personne n'est pas prête, ça sert à rien. Déjà, ça va lui faire du mal. Ça va lui faire du mal parce qu'elle ne fera pas le travail qu'elle était censée faire. Et entamer un travail, j'ai envie de dire, en thérapie, si on ne l'a pas décidé, ça ne sert à rien. Donc on ne prend pas rendez-vous pour les autres. On ne règle pas les problèmes des autres sans qu'ils nous l'aient demandé. Et on ne sauve pas les autres. Si une personne vous dit, écoute, sauve-moi, règle la situation à ma place, ça ne marche pas non plus. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut apporter des ressources. Voilà, là, vous voyez qu'une personne a tel manque au niveau de telles ressources, on lui apporte, si on est en capacité, bien sûr, de lui apporter. On lui tend la main. On peut être juste un soutien moral. On peut juste être un vide sac à dos. C'est ce que j'appelle un vide sac à dos, c'est une personne qui vient vous voir pour vous exposer un mal-être, elle n'a pas besoin de conseils, elle a juste besoin d'en parler, de verbaliser les choses. Et nous, on est juste là pour écouter. On n'est pas là pour donner de conseils, on n'est pas là pour dire « moi j'ai vécu ça, je te conseille de, moi j'ai fait ça, tu devrais faire ça ». On écoute. Si elle ne nous demande rien de plus, on ne donne rien de plus. C'est très important d'être dans ce rôle-là. Pour terminer avec le rôle de sauveur, justement, il y a quelques mythes par rapport à ce rôle. C'est j'ai le pouvoir de rendre les autres heureux. Là, on est dans un rôle de sauveteur qui va chercher une victime. J'ai le pouvoir, j'ai telle ressource, je sais que je peux rendre les gens heureux, alors je vais aller chercher toutes les personnes en détresse pour leur imposer mon aide. Deuxième mythe, les autres ont le pouvoir de me rendre heureux. Là, c'est la victime qui va être en recherche de sauveur. J'ai le pouvoir de rendre les autres malheureux. On est le persécuteur qui va rechercher une victime. Les autres ont le pouvoir de me rendre malheureux. Je suis une victime en attente d'un persécuteur. Parce que oui, on peut être en attente d'un persécuteur. Si vous vous complaisez, si vous vous donnez ce rôle de victime, et que vous envoyez le message « je suis faible, je suis impuissante », et que vous avez cette croyance que les autres peuvent vous rendre malheureux, vous vous sentez en insécurité avec les autres, vous lancez le message de « je cherche un persécuteur ». Ce message va être entendu. Vous allez trouver votre persécuteur. Donc voilà comment on identifie les rôles dans le triangle de Karpman. Je pense que vous pouvez faire le parallèle un petit peu avec votre vécu actuel, passé. Il se peut que vous soyez encore dans ce triangle. Selon ces trois rôles, pas forcément un rôle défini. On peut être à la fois victime et l'instant d'après sauveur et l'instant d'après bourreau. Identifiez si vous vous reconnaissez dans l'un de ces trois rôles, dans deux rôles, dans trois rôles. Et là, vous pourrez dire, ok, je suis dans ce triangle. Donc concrètement, comment le repérer? Dans une relation de couple, amicale ou dans une relation, peu importe son identité, lorsque vous endossez un rôle, vous forcez finalement l'autre personne en face à rentrer dans ce rôle. Un exemple d'une thérapie de couple que j'ai menée. La dame endossait le rôle de victime depuis, j'ai envie de dire, quasiment toute sa vie. Et elle n'en avait pas conscience. Et elle a donné à son mari, dans un premier temps, le rôle du sauveur. Elle s'est dit, je vais me marier avec cet homme, donc à l'époque, on se mariait assez jeune, etc. Et elle s'est dit, il va me sauver. Il va m'éloigner de ma famille toxique. Il va me
m'embarquer dans sa vie. Il va me sortir de tout ça. Il va me donner une belle vie. Et tout se passera bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cet homme, déjà, n'avait pas conscience du rôle de sauveur que son épouse lui donnait. Et il avait surtout pas envie. Enfin, il avait déjà ses propres responsabilités. Imaginez, vous connaissez la responsabilité de se rendre soi-même heureux. Imaginez si quelqu'un vous dit c'est toi qui vas faire mon bonheur. C'est énorme comme poids que vous faites porter à la personne. Donc, lui a fait un peu ce qu'il a pu, sauf qu'elle s'est dit non, je suis une victime, je suis impuissante, etc. Elle s'est renfermée dans ce rôle-là, au point de faire passer son époux pour un bourreau. Et un jour, je reçois le mari tout seul en consultation, et il me dit, mais est-ce que je suis vraiment comme ça? Est-ce que c'est juste un rôle qu'elle m'a donné parce qu'elle pense que je suis comme ça, ou est-ce que je suis vraiment un monstre? Non, c'était un rôle. Lui n'avait rien demandé. Il vivait sa vie, il essayait juste de se rendre heureux, de partager le maximum de choses, voilà, une relation saine en fait, équilibrée. Chacun s'apporte ce qu'il a besoin et on tend la main à l'autre au cas où, bien sûr. Les autres sont des alliés, sont des ressources. Ils sont en aucun cas une bouée de sauvetage. Et donc son épouse l'a enfermé dans ce rôle de bourreau. Et psychologiquement, ça a été très violent. Il a craqué, littéralement. Ça a été... finalement, il se voyait avec les yeux d'un monstre. Et c'est dur. C'est dur de faire endosser ce rôle-là à l'autre qui n'a rien demandé. Voilà les conséquences de s'enfermer dans ce rôle de victime. Ou de se mettre dans un rôle de persécuteur ou de sauveur, parce que vous faites de l'autre un persécuteur ou une victime obligatoirement. Donc attention à vos bonnes intentions, à vos fausses bonnes intentions. Comprenez maintenant qu'on ne peut pas sauver les gens, qu'on ne doit pas, c'est même pas ne pas pouvoir, on peut, mais on ne doit pas le faire. Encore plus quand on est thérapeute, par exemple. C'est la première chose qu'on travaille, on ne sauve pas les gens. On vous donne les ressources, on vous aide à avancer, on est là, il n'y a aucun souci, mais en aucun cas on ne va passer l'épreuve à votre place. C'est pareil pour vos proches, c'est pareil pour vos enfants, pour vos parents, pour votre famille, pour vos amis, pour votre conjoint, pour des gens que vous ne connaissez pas, des gens qu'on essaie de sauver. Ne vous mettez pas dans ce rôle de justicier. Soyez un appui, un aidant, un accompagnant. En aucun cas un sauveur, un persécuteur ou une victime. Ce sont des rôles provisoires. Si on en prend conscience, si là vous en prenez conscience, il n'y a rien de grave. On en sort. Le principal, justement, la première étape, c'est le conscientiser. De se rendre compte que l'on est dans un de ces rôles. Et là, on se dit, ok, je prends du recul, je change ma manière de dialoguer avec les autres personnes de mon entourage, et je me sors de ce rôle. Si je me mets dans le rôle de victime, je vais travailler par exemple la confiance en moi. Tous les traumatismes qui ont fait que je me sente inférieure, impuissante, que je ne me sens pas digne finalement d'être heureux, que je ne mérite pas d'être heureux, que je ne sais pas comment m'apporter ce dont j'ai besoin. Le persécuteur, c'est pareil, il est très malheureux dans son rôle, à vouloir finalement faire mal aux autres, et qui se sent lui-même impuissant, et c'est plus facile de taper sur quelqu'un d'autre en face pour le mettre à notre soi-disant niveau inférieur, plutôt que de nous-mêmes s'élever. Et le sauveur s'en rend malade aussi, parce que finalement il ne vit pas son propre chemin de vie, il va vivre celui des autres. Et on le voit en guidant ce chemin de vie ou mission de vie, la personne est complètement à côté de son chemin. Elle vit par procuration à travers les autres. Donc on peut avoir une mission de vie vers les autres, une mission d'accompagnement, mais en aucun cas on endosse ce rôle de sauveur. Pour terminer cette vidéo, donc je vais juste vous parler un petit peu de comment éviter finalement d'entrer dans ce rôle. Évitez tout sous-entendu. Dans une discussion, soyez franc. Soyez franc sur vos intentions et ne donnez pas un rôle à l'autre. C'est important de reconnaître ses torts aussi. On a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper de chemin. On a le droit de faire du mal à l'autre et de s'en rendre compte et de se dire « Ah mince, finalement, oui, j'étais pas dans le bon rôle. » On a le droit. On n'essaye pas non plus de psychoter par rapport à tout ça. On va prendre un engagement envers nous-mêmes. C'est vraiment le mot de la fin. Prenez un engagement envers vous-même. Dites-vous, je suis responsable. On est des êtres responsables et autonomes, je vous le rappelle.
On est responsable de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit, de notre parcours de vie, de notre destinée, etc. Responsabilisez-vous. L'avantage avec ça, c'est que de se dire je suis responsable du rôle dans lequel je me suis mis. Je suis responsable de mon rôle de victime. J'ai été victime d'un fait, personne ne m'a dit que j'étais une victime. On peut être responsable de faire du mal aux autres aussi. On peut être responsable de vouloir sauver les autres. Et ayez juste conscience de ce rôle-là. Sans culpabilité, sans honte, on le reconnaît. Et on s'engage à reprendre notre autonomie, à s'occuper de nous et à assainir les relations que l'on peut avoir avec les autres. C'est vraiment le petit conseil de fin. Revoyez un petit peu vos modes de communication. Ne soyez pas dans le reproche. Ne soyez pas dans « je t'impose mon idée, je t'impose mon expérience ». On peut faire part de notre expérience. On peut te dire « voilà comment moi, finalement, j'ai vécu les choses avec les ressources que moi j'avais ». La personne en face de vous n'aura pas les mêmes ressources, n'aura pas le même vécu, n'aura pas les mêmes croyances, les mêmes peurs, les mêmes angoisses. Ne transposez pas vos angoisses et vos peurs autour de vous. Faites vraiment attention à ça. C'est pas parce que vous avez été battu par un homme que tous les hommes sont violents. Donc ne dites pas à votre ami reste seul, reste célibataire, ne te remets pas avec quelqu'un, il va te taper dessus. Ce sont vos propres peurs qui ressortent. Ne forcez pas quelqu'un à prendre un travail salarié, par exemple, alors qu'il a un travail indépendant, parce que vous-même avez peur de manquer d'argent et de stabilité. Ne forcez pas quelqu'un à ne pas faire son deuil et à avancer coûte que coûte dans la vie, parce que vous-même, vous avez peur de descendre dans votre ombre et de travailler sur vos blessures. Ne forcez pas, à contrario, une personne à aller consulter si elle n'est pas prête à en parler et si elle a encore des choses à apprendre. Voilà globalement le petit message. Je pourrais encore en parler pendant des heures, malheureusement, voilà, je tiens à rester sur des formats assez courts de vidéos. Mais en tout cas, voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur ces 3 rôles, pour que vous puissiez éventuellement prendre conscience et que vous puissiez du coup entamer un travail dans ce sens-là. S'il y a d'autres questions ou si vous souhaitez un accompagnement dans votre cheminement, n'hésitez pas à me contacter, je suis là, je propose des consultations à cet effet, aussi bien pour les thérapies de couple, pour établir une communication, pour que vous puissiez travailler sur vous, sur vos ressources, sur vos intentions, pour couper des liens toxiques, pour travailler sur vos propres blocages, en blocage émotionnel, en soins quantiques, enfin voilà, il y a une petite panoplie d'aides que je peux vous proposer si vous vous sentez prêt, si vous avez envie d'entamer ce travail, et puis si vous avez vraiment envie d'en comprendre les leçons et de vous libérer. Mais voilà un petit peu comment se présente ce fameux triangle de Karpman. J'espère donc que ça vous a plu. Les prochaines vidéos vont sortir sous quelques jours, je vous laisserai la surprise. Je pars un petit peu dans un autre domaine complètement différent pour parler peut-être un petit peu de sorcellerie, pas forcément dans le sens dans lequel vous le pensez, mais j'avais envie un petit peu d'apporter ce petit côté sorcière. Et je reviendrai très très vite par contre sur le côté chaman qui se développe de plus en plus et que je souhaite mettre en place très rapidement dans mes consultations ici. Pour allier le chamanisme et le quantique, je vous laisserai découvrir cette alliance de pouvoir, c'est formidable. En tout cas voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon week-end aussi, et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.